Alors, bon matin à tous. Bienvenue à cette conférence vraiment d'un sujet très important pour l'économie. Alors, un enjeu économique qui correspond à tout type d'entreprise. Cette conférence, l'approvisionnement québécois, une stratégie payante pour les entreprises québécoises. Elle sera offerte par M. Stéphane Drouin, entrepreneur en résidence, stratégie Achat Québec, québécois, chez Investissement Québec. Le déroulement, dans le fond, c'est qu'il y aura la présentation, mais après, il y aura une période de questions. C'est important que vous soyez présents et posez des questions parce qu'on veut vraiment vous entendre. C'est ce qui est important aujourd'hui. Alors, avant de passer la parole, je veux présenter mes partenaires. Hein. Vous le voyez quand même à l'écran, le Centre de services scolaires de la région de l'Estrie, les CPA de l'Estrie, Desjardins Entreprises, MNP, Promutuelle Assurance Centre-Sud, le régime des chambres de commerce du Canada, Sherbrooke Innopol et l'Université de Sherbrooke. Alors aujourd'hui, je passe la parole à David Letourneau, qui est directeur régional Estrie pour Investissement Québec. Bonjour David. Il va falloir que tu rouvres ton micro. Il était ouvert tantôt, là, je l'ai fermé, tu vois, je n'ai pas de timing ce matin. Bonjour tout le monde et merci Louise, merci à toute ton équipe aussi là, pour l'organisation de cet événement, ainsi qu'à René Gendron de la Maison régionale de l'industrie qui a contribué à la promotion de cet événement ce matin. Salutations au président de la Chambre, Régent Cahouette, bonjour, ainsi qu'à tous les participants. Merci d'être là. Comme le disait Louise, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet extrêmement important et c'est pourquoi toute la question de l'approvisionnement québécois a été pris à une grande importance chez Investissement Québec. On en fait une priorité et c'est pourquoi aussi on a mandaté quelqu'un pour vous faire découvrir toutes les possibilités et identifier avec vous les possibilités d'approvisionnement québécois. Pour ce faire, on a choisi quelqu'un qui est un entrepreneur lui-même. Donc, c'est quelqu'un qui comprend bien vos réalités et qui comprend la façon dont vous avez à composer avec cette réalité-là. Et on disait que c'est un entrepreneur. On lui a demandé d'être un peu moins entrepreneur et d'être peut-être davantage un entremetteur au cours des prochaines années. Et c'est donc avec un très grand plaisir là, que je vous présente Stéphane Drouin. Stéphane a récemment été nommé vice-président, finalement, Achat québécois, développement économique et investissement Québec. Donc, c'est un poste qui a été créé justement pour faire face à cet enjeu-là et qui témoigne de l'importance qu'on y accorde chez Investissement Québec. Donc, Stéphane a comme mission chez nous de sensibiliser les entreprises à la valeur stratégique, de faire des achats au Québec et pour celles qui ont des usines à l'étranger, de rapatrier leurs activités manufacturières pour produire localement. Donc, c'est quelqu'un qui a une vaste expérience. Il est diplômé de l'Université Laval en administration. Il a occupé de nombreux postes en gestion dans le domaine de l'innovation, du marketing, du développement des affaires. Et son parcours professionnel l'a amené à conseiller plusieurs chefs d'entreprise en matière de planification stratégique. Il a travaillé dans le développement de marché et en gestion des opérations aussi. Donc, je vous laisse apprécier ce qu'il peut faire pour vous. Je vous invite aussi à faire appel à ses services et au service d'Investissement Québec Estrie, bien sûr. On va vous transmettre nos coordonnées, on va vous transmettre la présentation à la suite de la présentation et on sera toujours disponible pour répondre à vos questions et travailler avec vous sur vos projets. Donc, je vous laisse au bon soin et entre les bonnes mains de Stéphane Drouin et je vous souhaite une excellente conférence. Merci, David. Merci beaucoup, Mme Bourgault. Bonjour. Merci les gens de la Chambre de nous recevoir aujourd'hui. Merci aux entrepreneurs qui sont là ce matin. D'ailleurs, j'en connais quelques-uns que j'ai eu le plaisir de rencontrer dans les dernières années, entre autres à mon passage à l'École d'entrepreneurship. Alors, je les salue particulièrement. Mais vous êtes une région extraordinaire avec des entreprises vraiment innovantes, des belles entreprises. Et je pense que c'est important pour nous, et le bureau de l'Estrie d'Investissement Québec, avec le leadership de David, est vraiment là pour vous aider de façon très dynamique, incluant à l'intérieur de cette initiative-là d'approvisionnement québécois qu'on va vous parler aujourd'hui parce qu'ils ont un gros rôle à jouer aussi avec vous dans la chaîne d'approvisionnement. Alors, ce matin, effectivement, puis c'est drôle parce que
il y en a qui vont dire que c'est arrangé avec le gars des vues, mais il y avait un bel article dans la Tribune ce matin et c'est pas arrangé. C'est tellement un sujet chaud. Mais la Tribune parle ce matin de l'importance des enjeux de la chaîne d'approvisionnement et l'importance de revoir sa chaîne d'approvisionnement. Proximité PME parle même des deux mots de tête des entrepreneurs ces temps-ci, la main-d'œuvre, bien entendu, mais aussi la chaîne d'approvisionnement. D'ailleurs, j'ai demandé à mes collègues du marketing, dont Annie, qui est avec moi aujourd'hui, d'avoir une commandite de Tylenol qu'on puisse donner aux entrepreneurs québécois lors de nos conférences. Fait que, non, mais je fais de blague, mais c'est vraiment complexe. Je parlais à un directeur d'approvisionnement dernièrement qui me disait en 35 ans d'expérience, 35 ans de carrière en approvisionnement, je n'ai jamais vécu une situation où l'approvisionnement est aussi coûteux, aussi complexe et aussi imprévisible. Et c'est vraiment une situation très particulière. Winston Churchill disait qu'il ne faut jamais gaspiller l'opportunité d'une bonne crise. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette crise-là aujourd'hui? Parce qu'il y a des grosses choses à faire si on ne veut pas avoir les mêmes problèmes dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Parce que la crise qu'on vit aujourd'hui dans l'approvisionnement, elle était déjà émergente avant la crise de la pandémie. On avait déjà commencé à voir des enjeux. On a vu le blocus ferroviaire, on a eu la grève au port, il y a eu des enjeux climatiques, il y a eu des enjeux politiques avec la Chine. Donc, on a eu des enjeux importants qui déjà avaient un impact sur la chaîne d'approvisionnement. Comme dans plusieurs facteurs de notre vie aujourd'hui, la crise de la COVID a vraiment accéléré ces problèmes-là. Et maintenant, en plus, avec la pénurie de main-d'œuvre, elle les rend encore plus difficiles. Et je n'ai pas de bonnes nouvelles pour vous par rapport à ça, parce qu'on n'a pas personne n'a de baguette magique. Donc, c'est une crise qui a ses enjeux importants. Mais chez Investissement Québec, on a décidé de travailler sur la solution. On a décidé de faire partie de la solution en vraiment lançant une initiative importante d'aide aux entrepreneurs québécois sur l'approvisionnement au Québec. Donc, ce matin, je vais vous parler de ça, parler de cette initiative-là. On va parler un petit peu des problèmes. On va parler aussi de comment Investissement Québec peut vous aider, comment on voit la solution à l'intérieur de l'approvisionnement québécois et comment on peut vous accompagner à travers ces défis-là et ces enjeux-là au niveau de nos équipes. Donc, je vous mets dans la présentation à l'écran et après, j'espère, comme disait Mme Bourgault, qu'on pourra vraiment échanger bougez pas, j'en ai une note 2 secondes pour être sûr de vous mettre la bonne présentation à l'écran, qu'on pourra échanger sur vos enjeux, vos défis et être capable de parler davantage par rapport à ça. Alors voilà, la présentation est ici. Et voilà. Donc, effectivement, nous, on veut positionner l'approvisionnement québécois comme stratégique et payant. Pourquoi? Bien parce que on le voit, puis c'est drôle, l'article ce matin en parle. Il faut revoir nos chaînes d'approvisionnement parce qu'acheter au Québec, c'est plus nécessairement un enjeu de coût, c'est un enjeu de valeur. Et quand on regarde les enjeux, les problèmes de la chaîne d'approvisionnement actuellement, bien, ces problèmes-là amènent vraiment des coûts importants, des défis importants, des maux de tête importants, des retards. Il y a plein de coûts afférents au-delà du coût direct d'achat qui viennent entrer en ligne de compte, qu'on veut tenir compte aujourd'hui lorsqu'on compare avec l'approvisionnement québécois et l'avantage de la proximité dans son approvisionnement. Et ce qu'on a vu chez Investissement Québec, moi je travaille sur le dossier depuis le mois de février dernier, ce qu'on a vraiment constaté, c'est que l'approvisionnement québécois, ce n'est pas juste une solution à court terme, il faut en faire aussi une solution à long terme. Il faut en faire un projet de développement économique. Ensemble, tous les entrepreneurs du Québec, travailler, se supporter à l'intérieur de ça pour en faire vraiment une stratégie qui va faire qu'à court terme, ça va être payant parce qu'il va y avoir des solutions, mais qu'à long terme aussi, on va se protéger contre les prochaines crises parce que notre approvisionnement, notre chaîne d'approvisionnement va être moins longue. Lorsqu'elle est moins longue, bien entendu, il y a moins d'enjeux, il y a moins de risques que la chaîne brise. Donc, comme disait tantôt David, on mise vraiment sur 2 éléments. On travaille très fort à aider les entreprises autant de s'approvisionner davantage auprès de fournisseurs québécois, que ce soit en produits, en services, en technologie, autant le rapatriement de production de l'étranger vers le Québec. Donc, des entreprises qui auraient des unités de production à l'étranger, il y en a beaucoup qui considèrent de ramener ça au Québec. On a plusieurs projets en cours présentement à ce niveau-là aussi. Donc, présentement, juste pour donner une idée, on a environ une centaine de dossiers d'accompagnement ouverts d'entreprises qu'on aide présentement à ramener de la production, des achats vers le Québec. Cette stratégie-là s'insère dans la stratégie gouvernementale. Vous allez en entendre énormément parler. Le premier ministre en a parlé la semaine passée lors de son énoncé de lancement de la nouvelle session. Donc, l'achat québécois fait vraiment partie de la stratégie du gouvernement.
Le B2C, le volet consommateur, comme vous voyez avec le panier bleu, il y a un projet aussi qui va être annoncé bientôt sur l'identification de produits québécois, comme un peu à l'image du Québec le fait. Donc, il y a des choses qui s'en viennent super intéressantes à ce niveau-là. Le B2G, l'action marché public, le gouvernement, les grandes entreprises québécoises, les grandes entreprises de marché public sont les plus grands donneurs d'ordre au Québec. Bien entendu, le gouvernement est très conscient que malgré les traités, les accords qui nous amènent beaucoup de bâtons dans les roues dans ce qu'on peut faire, il y a des opportunités de faire mieux, de faciliter l'accès aux entreprises québécoises au marché public. Donc, le gouvernement, on travaille très fort, nous, avec l'équipe du MEI et le Conseil du Trésor. Là, il y aura prochainement des annonces qui vont faire sur des nouvelles mesures qui vont être annoncées prochainement, on l'espère. Et le volet B2B, dans le volet entreprise, c'est là qu'Investissement Québec met tout son leadership, met toute son équipe, que ce soit au niveau de solutions de financement, de développement économique, le CRIC aussi. Donc, toute cette équipe-là se met ensemble avec la nouvelle équipe d'approvisionnement québécois pour aider les entreprises, les accompagner et donner des outils pour faciliter, améliorer l'accès aux entreprises québécoises. Donc, c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. On a décidé de prioriser 6 grands secteurs, donc de façon plus proactive, où on va vraiment travailler fort. Le secteur manufacturier, bien entendu, nos belles PME, dont plusieurs d'entre vous font partie. Très important, c'est notre tissu économique au Québec, le manufacturier, les PME manufacturières, mais aussi travailler avec nos grandes entreprises. Donc, tout aider cet écosystème-là de manufacturiers à acheter davantage au Québec et à être capable de fournir davantage au Québec. Les sciences de la vie, on l'a vu, hein, tout ce qui était la vulnérabilité qu'on a eue au niveau des équipements médicaux, des médicaments, des équipements de protection individuelle. Donc, il y a plusieurs projets. Là, on est plus en collaboration sur ça, mais vraiment, le gouvernement travaille fort là, pour mettre en place des initiatives pour renforcer cette chaîne d'approvisionnement-là au Québec. Nouvelle technologie propre, transport électrique, je les mets les trois ensemble parce que ça, c'est le leadership québécois dans les technologies du futur, les technologies du futur qu'on a besoin aussi maintenant. Donc, ce qu'on veut faire, deux choses, c'est un, s'assurer que, entre autres, je prends l'exemple du transport électrique, le gouvernement en parle beaucoup, la chaîne d'approvisionnement soit vraiment verticale, qu'on soit capable de bâtir un écosystème de chaînes pour être capable de vraiment développer au complet cette industrie-là. La même chose au niveau du développement durable, on a un paquet de belles entreprises. Donc, s'assurer que ces entreprises-là puissent performer et se développer, que la chaîne d'approvisionnement, que les supports soient aussi bâtis au Québec. Les nouvelles technologies, la même chose. Et à travers l'adoption des nouvelles technologies propres et le transport électrique, ce qu'on veut, c'est que les entreprises québécoises considèrent le Québec comme la première considération dans l'achat de ces nouvelles technologies-là. Donc, très important, on travaille beaucoup là-dessus, plusieurs projets en marche. L'aérospatial, bien entendu, c'est un secteur qui est très primordial pour l'économie du Québec. Encore beaucoup de milliards de dollars d'investis dans ce secteur-là. Deux enjeux importants. J'étais au sommet hier d'Aéro Montréal sur la chaîne d'approvisionnement. Premièrement, l'enjeu de la relance. Hein, c'est une industrie qui est en relance, qui doit se rebâtir. Donc, s'assurer que la chaîne d'approvisionnement québécoise soit considérée et renforcée dans cette relance-là. C'est super important pour le court, le moyen et le long terme. Mais aussi, il y a plein de projets d'innovation dans l'aérospatial. On parle de l'avion électrique, on parle de l'avion du futur. Donc, cet avion-là, on veut que le Québec soit considéré. Donc, les entreprises québécoises travaillent dès aujourd'hui dans ces initiatives-là pour faire qu'on va être capable demain et après-demain d'être impliqué et que la chaîne d'approvisionnement va avoir une pérennité dans le long terme. On en parlait tantôt, la chaîne d'approvisionnement, vraiment, présentement, il y a une tempête parfaite. On a déjà vu depuis quelques années l'accroissement des coûts de main-d'œuvre en Asie qui continue de façon assez importante. En Chine, présentement, c'est un des gros enjeux de la Chine. Donc, ça affecte les coûts de production. Mais ce qui nous affecte plus particulièrement depuis quelques mois, c'est vraiment l'augmentation fulgurante des coûts de transport par container, l'imprévisibilité des mises sur bateau, l'accroissement des délais de livraison. Ces trois éléments-là créent des maux de tête incroyables. Et malheureusement, mais je n'ai pas une bonne nouvelle pour vous, plusieurs experts commencent à vraiment affirmer depuis quelques semaines que cette crise-là va perdurer au moins jusqu'à la fin de 2022 et il va y avoir certainement des éléments majeurs qui vont avoir changé après le cœur de la crise. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que du jour au lendemain, ça va changer. Et on ne peut pas s'attendre à ce que les coûts de transport vont baisser à ce qui était avant et que toutes les mises sur bateau vont revenir à la normale rapidement. Donc, cette crise-là va durer. Alors, profitons de la crise, comme je disais tantôt, pour revoir nos façons de faire, revoir notre stratégie d'approvisionnement. Et c'est ça qu'on vous invite à faire à travers cette stratégie-là. Parce que cette tempête-là, elle va être très coûteuse pour nos entreprises présentement parce que c'est un gros frein au développement, alors qu'il y a des fournisseurs québécois qui sont capables de fournir
ou qui sont prêts à investir pour mieux vous fournir. Un des éléments importants aussi, c'est le calcul du coût à l'importation. Longtemps, on a délocalisé nos chaînes d'approvisionnement vers l'étranger, vers l'Asie principalement, aussi vers le Mexique, parce que ça coûtait moins cher. Et il y a un organisme aux États-Unis qui s'appelle le Reshoring Initiative, qui depuis plus de 10 ans travaille avec les entreprises américaines pour faire exactement ce qu'on fait aujourd'hui chez Investissement Québec, ramener la production vers les États-Unis. Et cet organisme-là a mis en place des outils, des formations, etc. Et à travers tous les dossiers qui ont travaillé depuis plus de 10 ans, ils ont réalisé qu'il y avait environ 20 des coûts de produits importés qui étaient ignorés dans le calcul. Donc, les gens disent « Ouais, c'est moins cher en Chine, c'est moins cher en Asie ». Mais lorsqu'on fait le vrai calcul, il y a beaucoup de coûts qui sont ignorés. Et on a mis sur pied un outil que je vais vous parler tantôt qui va vraiment vous aider à refaire vos calculs et à avoir le calcul. Et la raison pour ça, c'est simple. Si vous avez une perception que c'est 30 plus cher à acheter en Chine, je vous comprends que dire, ouais, mais écoute, je ne peux pas augmenter mon prix de produit tant que ça, etc. Pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais en parallèle, on parlait des augmentations qui ont lieu présentement, mais si vous tenez compte de tous les coûts qui doivent être considérés, peut-être que cet écart-là va être de 5, 7 et 8 Et c'est ce qui arrive régulièrement dans des dossiers qu'on a travaillés. Et là, à 5, 7, 8 sur un intrant qui représente une petite partie de votre prix de revient, peut-être que ça vaut la peine maintenant de considérer l'achat québécois, parce que cette différence de coût-là est bien entendu doublement justifiée dans le contexte de proximité et de tout ce que la sécurité que ça peut amener. L'autre élément aussi, c'est tout le mouvement populaire en faveur de l'achat local et je l'entends parler de plusieurs entreprises. Nous, si on peut acheter au Québec, on va acheter au Québec en premier. Et j'ai à peu près des rencontres avec 5-6 entreprises par jour et j'entends ça à tous les jours. Les entreprises disent non, nous autres, on veut favoriser l'achat au Québec, on veut favoriser l'achat au Québec. Donc, au-delà de la crise, il y a tout ce mouvement-là. Donc, si vous êtes capable de mettre en valeur aussi votre stratégie d'achat local face à vos clients, c'est certain que ça a des bénéfices dans votre développement, en plus des bénéfices économiques, sociaux et environnementaux que ces éléments-là, que l'achat local peut donner. Donc, on veut vraiment inviter les entreprises à profiter de la valeur stratégique de l'achat québécois. Et j'insiste beaucoup sur le mot valeur. Bien entendu, on parlait tantôt dans le domaine des produits médicaux, mais c'est le cas aussi dans le contexte de la crise de développer plus d'autonomie et plus de résilience de la chaîne d'approvisionnement. Combien de tous les jours, j'entends parler c'est probablement le cas de gens parmi nous aujourd'hui, donc des retards de livraison, difficulté de planifier la production, des containers qui finissent pas de partir des quais de la Chine, des containers qui sont en attente au port. Il y a vraiment, et là, ça devient tellement complexe de gérer cette chaîne d'approvisionnement-là. Et je parlais à des gens dans l'industrie du meuble la semaine passée. Il m'amène dans son entrepôt, puis il dit, regarde, on a été obligé de créer un entrepôt secondaire pour mettre des produits semi-finis parce qu'on attend encore des composantes qui ne sont pas rentrées. Ils devaient rentrer, on est parti à la production, ils ne sont pas rentrés. Donc, ça change vraiment toutes les façons de faire. Alors, cette résilience-là de la proximité amène, quand vous avez un fournisseur qui est à 100 km de chez vous versus un fournisseur qui est à 3000 km, bien entendu, il y a une agilité qui est opérationnelle qui est importante. Ce fournisseur-là est à côté de chez vous. S'il y a un enjeu, vous pouvez aller le voir. S'il y a un problème de livraison, il peut travailler avec vous. Bien entendu, s'il y a des enjeux sur la conformité des produits, vous ouvrez le container, puis il y a 5-10 des produits qui ne sont pas conformes, bien, c'est moins facile à gérer que si votre fournisseur est à côté de chez vous, vous êtes capable de travailler avec lui, il est capable de venir vous voir, il est capable de vous dépanner à la dernière minute, de remettre une petite production sur la ligne. Il y a beaucoup d'agilité et d'avantages stratégiques au niveau de la proximité. Et aussi, bien, si vous faites du développement de produits, de l'innovation, bien, votre fournisseur qui est à côté de chez vous aussi peut s'impliquer dans votre processus, peut même s'impliquer dans votre processus de production pour s'assurer d'arrimer sa livraison, sa façon de livrer, tout ça à l'intérieur de votre processus de fabrication. Les bénéfices financiers, bien entendu, on en parlait tantôt, tout le côté coût de transport qui est évident, qui est moins cher au niveau de l'Asie, moins cher au niveau du Québec par rapport à l'Asie, en plus des augmentations de coûts actuelles qui sont phénoménales, mais de faire livrer localement, bien entendu, c'est moins cher. L'autre avantage financier qu'on voit beaucoup présentement, c'est compte tenu des délais de livraison qui augmentent, bien entendu, vos produits à l'import que vous achetez, que vous payez d'avance, bien, vous les payez d'avance pour 3 mois, mais là, vous les payez d'avance souvent pour 6, 7, 8 mois parce que les délais sont plus longs. Donc, vous gelez du cash flow et il y a un coût financier important par rapport à ça. Ça change vos ratios, ça change vos éléments. Et il y a plusieurs entreprises même qui font du surstockage, donc qui commandent davantage que ce qu'ils avaient prévu
Donc, ça augmente encore plus ce cash flow-là qui est gelé. Donc, des bénéfices importants parce que localement, les termes de paiement sont différents, les délais de livraison sont différents. Au niveau du cash flow, un impact vraiment favorable. L'empreinte environnementale, on en parle de plus en plus et ça va devenir, si vous travaillez avec des grandes entreprises, des grands donneurs d'ordre, si vous travaillez avec des grandes entreprises, je vous le dis, j'ai eu des conversations encore hier avec 2 grandes entreprises Québec, des filiales étrangères, donc qui ont des grosses usines ici au Québec. Et les 2 me disaient, on va commencer à exiger des normes environnementales à nos fournisseurs. Donc, ça s'en vient. Alors, réduire votre empreinte environnementale, l'achat local, ça vous le permet. Bien entendu, l'impact sur la livraison au niveau de l'environnement est beaucoup moins fort lorsqu'on achète localement que de faire venir en bateau de l'Asie. Mais aussi, n'oubliez pas, au Québec, énergie verte. Donc, on fabrique avec de l'énergie propre, contrairement ailleurs dans le monde où est-ce qu'on est encore à l'énergie fossile. Donc, l'empreinte de GES est beaucoup moins importante au Québec dans ce que vous fabriquez, dans ce que vous achetez localement. Et je vous le dis, commencez à y penser parce que ça va devenir un élément. En Europe, présentement, c'est incroyable. Il y a des entreprises qui se font barrer de la chaîne d'approvisionnement à cause de l'empreinte environnementale. Et ça s'en vient tranquillement pas vite ici. Alors, ce virage-là se fait. Alors, vous êtes mieux d'être en avant de la courbe qu'en arrière. L'impact sur l'essor économique, social et régional, bien entendu, l'achat local. Oui, nous autres, on travaille beaucoup sur l'achat au niveau de la province, mais l'achat local, ça commence dans votre région. Et souvent, dans les discussions que j'ai avec les entreprises, ils ne savent même plus quelles entreprises peuvent les fournir dans le même parc industriel qu'eux. Donc, tout l'impact sur l'essor économique local, social et régional, mais aussi, je vais vous parler bientôt du levier économique de l'approvisionnement québécois, pas juste pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. On parle de la pénurie de main-d'œuvre, mais c'est certain que ça affecte vous, ça affecte aussi beaucoup de vos fournisseurs. Il y a des entreprises qui s'en tirent mieux que d'autres parce qu'ils ont réussi à automatiser dans les dernières années. Ils ont eu des beaux projets d'automatisation et ça fait que la pénurie de main-d'œuvre les affecte moins. Et malheureusement, cette pénurie de main-d'œuvre-là, elle était très prévisible. Ça fait 30 ans qu'il y a plein d'études qui démontrent que les baby boomers qui vont s'en aller à la retraite, il va y avoir éventuellement, autour des années 2020-2030, une pénurie de main-d'œuvre. Donc, on a cette pénurie de main-d'œuvre-là qui a été accélérée probablement par la crise de la COVID par rapport à toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons. Mais aussi en parallèle, ça fait 15 ans qu'on parle du retard de productivité des entreprises québécoises. Au Québec, on est 20 moins productifs dans nos entreprises donc productif parce que l'output qu'on sort pour le même coût, le même nombre de personnes est moins grand parce qu'on est moins automatisé, on a moins fait ce virage-là technologique dans les dernières années qu'on aurait dû faire. Alors, les deux ensemble, c'est certain que ça nous frappe solide, on l'a d'en face. Et malheureusement, ça affecte plusieurs entreprises aujourd'hui. Mais quand je vous disais qu'il faut profiter d'une bonne crise, bien ça, c'est un très bel exemple. À chaque fois que vous ramenez de la production vers le Québec, c'est certain que quelque part, vous permettez peut-être à une entreprise de dire « Hey, sais-tu quoi, je vais profiter de ce million-là qu'un fournisseur m'amène, qu'un nouveau client m'amène, puis je vais investir dans mon projet d'automatisation et d'agrandissement que j'avais. » J'ai un super bel exemple, exactement comme ça, dans le domaine du plastique polymère. J'ai une entreprise de la région de Montréal qui nous dit « Écoute, moi, j'importe pour à peu près 5 millions par année de composantes de plastique. Je voudrais ramener ça au Québec. Je sais qu'on a une belle industrie de plastique au Québec et ils nous ont demandé de travailler avec eux sur la recherche de fournisseurs. Donc, notre équipe, on a mis en place une recherche, on a fait des démarches, on a travaillé avec l'Alliance polymère, qui est la grappe sectorielle. On a identifié 3 fournisseurs qui avaient vraiment tout ce qu'il fallait là, pour répondre aux besoins de ce client-là. Le client les a rencontrés, il a fait des évaluations, il a fait des négociations. Et finalement, le fournisseur qu'il a choisi pouvait lui fournir à court terme environ 1 million et demi de dollars sur le 5 millions qu'ils voulaient ramener au Québec. Mais de par cette entente-là qu'ils ont mis en place, a décidé d'investir dans un projet d'agrandissement et un projet d'automatisation qu'ils avaient dans leur filière depuis une couple d'années. Et ce projet-là est en marche présentement. Investissement Québec a participé avec l'équipe du CRIC à mettre le projet en place. Avec les solutions financières qui étaient disponibles pour accélérer et faciliter le projet. Et ce projet-là va faire que le fournisseur, dès 2022, va pouvoir fournir le 5 millions par année. Donc, on a substitué de l'importation par de la production locale, ce qui est très bon au niveau de notre économie, mais aussi on a accéléré la croissance d'une entreprise. Et cette entreprise-là, le directeur des ventes m'appelle régulièrement. Bien, maintenant, avec l'investissement qu'on est en train de faire, si tu as d'autres entreprises qui sont prêtes à ramener de la production avec des coûts très compétitifs,
on est capable de fournir maintenant davantage à partir de 2022. Donc, amenez-nous-en des clients. Donc, c'est vraiment un accélérateur de projet et il faut voir cette crise-là. Je pense qu'on a une responsabilité sociale en ramenant de la production locale aussi, de contribuer au développement économique. Et comme je disais, la pénurie de main-d'œuvre, malheureusement, les baby boomers ne reviendront pas travailler dans 5 ans et dans 10 ans. Donc, cette pénurie-là va continuer de s'accentuer. Si vous faites vos lectures, vos devoirs, comme il faut, vous allez voir que pas de solution magique. L'immigration, c'est une partie de la solution. L'extension de l'âge de travail ou de permettre à des gens plus âgés de revenir au travail, c'est une partie de la solution. Mais l'automatisation, surtout dans le manufacturier, l'automatisation, augmenter la productivité, revoir nos procédés de fabrication, la robotisation, c'est vraiment une des grandes solutions. Alors, profitons de l'achat québécois pour accélérer ce virage-là auprès de nos entreprises en ramenant de la belle business dans nos entreprises québécoises. Donc, profiter de la valeur stratégique de l'achat québécois. Comment on fait ça? Bien, premièrement, ce qu'on vous invite à faire, c'est de développer un réseau de fournisseurs de proximité. Revoir ce qui est disponible ici. Et je mets revoir parce que dans toutes les discussions que j'ai eues avec plusieurs entreprises depuis le mois de février, on s'aperçoit que les entreprises ont comme perdu de vue la chaîne d'approvisionnement locale. On est tellement habitué, l'approvisionnement, hein, c'est une habitude, c'est de la récurrence, on a un réseau de fournisseurs, tant que ça fait un job, on ne se pose pas trop de questions, on fait de l'automatisme, on négocie nos ententes une fois de temps en temps, mais c'est beaucoup automatique et on est très étroit dans notre vision d'approvisionnement et on a perdu de vue les entreprises locales, le savoir-faire qui se fait au Québec. On a perdu de vue les nouvelles entreprises qui ont émergé et probablement les nouveaux produits aussi qui ont été lancés au Québec. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est revoir ce qui est disponible ici, en commençant dans votre parc industriel local, parce qu'il y a probablement des belles entreprises qui sont là pour vous servir dans votre région. Et de commencer à revoir ce qui est disponible aussi en termes de coûts, parce que maintenant, en faisant le bon comparatif, et je vais parler de l'outil qu'on a disponible tantôt, mais en faisant le bon comparatif avec la chaîne d'approvisionnement locale, mais peut-être, comme je disais tantôt, puis j'ai un super bel exemple d'une entreprise de la Montérégie qui nous appelle il y a au mois de mai, qui m'appelle en panique et qui me dit, écoutez, M. Drouin, on a un enjeu. Puis quand je dis en panique, vous allez voir pourquoi. Ils disent, on vient de recevoir un courriel. Donc, le conseiller de développement économique d'Investissement Québec local organise l'appel avec moi. Il dit, on vient de recevoir un courriel de notre fournisseur, de notre principale composante de notre produit. Et retenez ça, principale composante, vous allez voir, c'est important, qui dit deux choses. Un, malheureusement, on est à plus que pleine capacité de production. On doit commencer à faire du délestage de clients. Donc, on commence la liste par en bas, puis on en enlève. Et malheureusement, votre volume, qui est gros pour vous, mais qui n'est pas gros pour nous, on ne pourra plus vous fournir de cette composante-là. Et la deuxième mauvaise nouvelle, c'est que votre dernière commande, c'était votre dernière commande. Et cette entreprise-là, au mois de mai, a réalisé qu'elle avait du stock à peu près jusqu'au mois de novembre-décembre. Donc, en panique, je dis, écoute, est-ce qu'il y a une solution qui existe au Québec? Et il me demandait ça du bout des lèvres en me disant, écoute, on sait que c'est probablement pas possible, mais y a-t-il moyen de regarder une production locale? Et finalement, on a non seulement trouvé un fournisseur, on en a trouvé 8. Et là, on a fait avec l'entreprise un due diligence un petit peu plus pointu pour finalement en garder 3 dans la loupe. Et il y a un fournisseur québécois là, qui a été sélectionné pour fournir localement. Et là, après ça, le directeur d'approvisionnement, je lui parle pour faire peut-être un post-mortem de tout ça. Ouais, il dit, mais c'est pas mal plus cher. Je dis, OK, c'est pas mal plus cher comment? Ben, c'est environ 20 plus cher que ce que j'achetais à l'étranger. Je dis, OK, je dis, je vais te poser 2 questions. La première, je dis, quand on s'est parlé au mois de mai, vous m'avez dit que si vous n'aviez pas de composante, si vous ne trouvez pas une solution, malheureusement, vous avez été obligé de mettre temporairement la clé dans le porte parce qu'il vous manque votre composante principale. Est-ce que vous avez calculé le coût de ça? Ça, c'est pas mal important parce que la sécurité de votre fournisseur local, qui est à 50 km de chez vous, ça a une grande, grande valeur. La deuxième chose, je dis, combien de pourcents dans votre coût de revient représente cette composante-là? C'est une composante importante qui représentait 10 du coût de revient. Je suis en train de me dire que 10 fois 20 ça fait 2 Pour 2 de plus dans ton prix de revient, la sécurité que t'amène un fournisseur local ne vaut pas la peine. Je dis, moi, je ne crois pas ça. Et là, ça a comme changé le ton de la discussion, mais vraiment, donc, il faut voir la valeur de l'achat local. D'autres stratégies que des entreprises sont en train de faire, puis que je trouve très intéressantes, c'est une stratégie de redondance. C'est-à-dire que ça se pourrait qu'effectivement, le fournisseur en Chine soit 20, 25, 30 moins cher que le fournisseur au Québec. Par contre, la sécurité de l'achat québécois dans le contexte d'approvisionnement actuel est importante. Alors, ce que ces fournisseurs-là vont faire, puis ce qu'ils ont commencé à faire, c'est de dire, écoute, je vais garder 70 par exemple, de mon approvisionnement avec mon fournisseur en Asie.
mais je vais donner 30 de ma production à mon fournisseur local. Donc, je vais me bâtir un fournisseur local avec qui je vais développer une relation, avec qui je vais garantir un volume assez important pour que lui puisse investir dans sa production, dans sa productivité, dans sa capacité. Et mon coût moyen va être quand même sensiblement intéressant parce que j'ai 30 versus 70 donc l'impact du coût plus cher ici n'est pas si grand que ça. Et ça va me permettre d'avoir une sécurité locale. Et peut-être, au fil du temps, ce fournisseur-là va augmenter sa productivité et va être capable de me fournir moins cher et moins cher et moins cher. Puis éventuellement, je vais peut-être pouvoir transférer une plus grande partie. Mais au moins, à court, moyen terme, j'aurai cette redondance-là locale pour me protéger. Pas juste faire 9 à 1 là, quand je suis de mal pris, mais lui donner une partie de ma production de façon constante. On en parlait tantôt, ramener des unités de production au Québec, bien, on a plusieurs dossiers de ce côté-là aussi, parce qu'il y a plusieurs avantages à cette proximité-là. Et le dernier élément qui est vraiment important pour moi, c'est voir au-delà de ce qui est disponible. Parce que ça se peut qu'on travaille avec vous, on fait une recherche, puis là, vous dites, hey, j'ai pas de fournisseur qui a de la capacité présentement de me prendre. J'ai pas de fournisseurs qui sont compétitifs, que les coûts sont un petit peu trop élevés. Et là, normalement, on s'arrêterait là. Mais si on regarde à moyen et long terme, peut-être que c'est des fournisseurs actuels que vous avez, peut-être que c'est des nouveaux fournisseurs qu'on va trouver. Mais si ces fournisseurs-là n'ont pas la capacité ou ne sont pas compétitifs assez, bien, on peut-tu profiter de ça, nous, Investissement Québec, pour travailler avec vos fournisseurs et les aider à vous aider? Et j'ai un super bel exemple d'un fournisseur, d'un client dans votre région qui avait un problème avec son fournisseur local. Puis j'en ai un autre qui est apparu cette semaine, un autre dossier similaire. Son fournisseur local commence à être essoufflé, commence à manquer de capacité, commence à être étiré un peu. Et donc, on a travaillé ce dossier-là au début de l'été. Notre équipe de développement économique, notre équipe du CRIC sont allés le voir. On a fait un diagnostic de productivité. À très court terme, on a été capable d'améliorer des choses. On ne parlait pas de changer des robots, là. On a parlé juste d'améliorer le processus de fabrication du fournisseur pour que lui soit capable d'augmenter sa capacité de production et lui donner un petit peu d'air pour respirer. Et en parallèle, on a mis en place un projet avec l'entreprise, un projet d'investissement d'1 million pour amener des nouveaux équipements, d'intégrer de l'automatisation dans son processus qui va faire que dès l'année prochaine, il va être capable encore plus de fournir notre client de départ. Donc, la chaîne d'approvisionnement, on la renforce. Et ce qu'on doit travailler ensemble, c'est vraiment de dire, hey, si j'ai un fournisseur local qui peut être intéressant, mais malheureusement, il y a des embûches à court terme, je peux-tu, moi, comme client, travailler en partenariat avec ce fournisseur-là, travailler avec des gens comme Investissement Québec pour l'aider à ce que ça va faire, c'est à sécuriser ma chaîne d'approvisionnement demain et après-demain. Parce que, comme je vous disais tantôt, on n'est pas sorti de cette crise-là qu'on parle déjà de la prochaine crise d'approvisionnement. Il va en avoir d'autres, qu'elles soient politiques, qu'elles soient météorologiques, qu'elles soient dues à des pandémies. Il va y avoir d'autres crises qui vont survenir. Et comme entrepreneur, comme dirigeant d'entreprise, notre travail, c'est de sécuriser l'entreprise sur le court, le moyen et le long terme. Et aussi, on a des responsabilités à prendre dans ce cadre-là. Il faut arrêter de traiter nos fournisseurs juste comme des fournisseurs. Il faut travailler en partenariat avec nos fournisseurs québécois pour aider leur développement aussi à moyen et à long terme pour sécuriser sa propre entreprise. Donc, on est là pour vous soutenir. Donc, on est vraiment là pour vous aider. On peut travailler avec vous pour faire l'état de votre chaîne d'approvisionnement. De regarder c'est quoi les maillons faibles, c'est quoi les maillons les plus à risque, c'est quoi les intrants que vous avez qui pourraient être stratégiquement être vulnérables. Et là, de regarder qu'est-ce qui est possible d'amener au Québec. Et ça, on peut travailler ça avec vous. On a une équipe en place pour ça, pour travailler ce dossier-là. Je vous parlais d'un outil tantôt. On a lancé un calculateur du coût des importations. Le Reshoring Initiative aux États-Unis a développé depuis 10 ans un outil incroyable pour calculer le vrai coût total des importations. Et on en a fait avec un institut de centre de transfert technologique ici à Montréal, l'Institut de la logistique du Québec. On a travaillé une version québécoise-canadienne de cet outil-là. Donc, vous allez dans notre site Internet que je vous mettrai après ça dans la conversation, investissement Québec, approvisionnementquébécois.com. Et dans ce site-là, vous avez cet outil-là. Vous cliquez sur « Je calcule ». Il y a une petite fenêtre où c'est écrit « Je calcule ». Ça télécharge dans votre ordinateur un fichier Excel qui devient un outil que vous utilisez de façon autonome. Vous pouvez faire vos propres calculs sur plein d'intrants et ça vous aide à calculer votre coût d'importation sur une vingtaine de paramètres. Pourquoi une vingtaine de paramètres? Parce que, comme je disais tantôt, souvent, il y a des paramètres qu'on ne tient pas compte. Et donc, au-delà du coût de produit, des devises, le transport, les assurances, tous les incoterms qui sont considérés, donc, ils sont pris en compte dans ce calcul-là. Mais on amène des coûts, par exemple, je vais donner un exemple comme ça, les audits. Je parlais à une entreprise dernièrement qui dit « Ouais, il faisait son comparatif.
Puis je dis, est-ce que tu vas en Chine régulièrement faire des audits de ton fabricant, ton fournisseur? Il dit, oui, on va là 4 fois par année. Puis il est très fier de me dire ça, c'est rigoureux. Là. Puis ça vous coûte combien? Mais ça nous coûte environ 60-70 000 par année de coûts d'audit. Je dis, est-ce que vous l'amortissez dans votre coût de produit? Ah non, on n'a jamais pensé à ça. Ben oui, mais quand tu as un fournisseur québécois qui est à 50 km, qui va te coûter une tank de gaz, c'est pas la même affaire. Là. Donc, cet audit-là, le coût de l'audit est important. Le coût des. Tantôt, on parlait des produits non conformes. Ce même client-là me dit, mais quand j'ouvre la porte du container, j'ai 5 en moyenne de mes composantes qui, malgré nos règles qu'on met en place avec le fournisseur, ne sont pas conformes. Donc, je dis, est-ce que ce 5 %-là de produit, qu'est-ce que vous faites avec? Le réclamez-vous? Ah non, c'est trop compliqué. Il dit, on fait un write-off, puis on le met dans le recyclage, ça. Mais est-ce que vous tenez compte de ce 5 %-là de coût que ça amène, le coût de ces 5 % là de produits dans votre coût de produit total? Non, on n'en tient pas compte. Fait qu'il y a différents éléments, les risques financiers, le risque des pays de vous importer. Il y a un paquet d'éléments que ça vous amène et tous les directeurs d'approvisionnement avec qui on a travaillé, qui utilisent ce calculateur-là, nous ont dit ça nous fait voir des choses qu'on n'avait pas pensé d'inclure dans le coût. Et donc, ça permet d'avoir un comparatif plus juste avec votre achat local et de justifier des décisions, souvent auprès de vos dirigeants, si vous êtes un directeur d'approvisionnement, mais vous, comme dirigeant, de regarder les choses avec un angle différent. C'est gratuit. Il y a un tutorial dans le, excusez-moi l'anglicisme, mais il y a un éducateur dans l'outil, même il y a un éducateur visuel, il y a un éducateur vidéo, il y a vraiment des mentions à chaque chose. C'est vraiment très simple d'utilisation. On l'a testé dans plein de secteurs au niveau de plein de types de produits. Ça fonctionne très, très bien. Et si vous avez besoin d'aide, on a des experts qui sont là pour vous aider, vous accompagner dans le calcul si jamais vous avez des questions. Donc, un super bel outil qui est disponible sur notre site Investissement Québec, Approvisionnement québécois. L'information sur les fournisseurs et les produits, les services disponibles au Québec, comme je disais tantôt, on a perdu de vue la chaîne d'approvisionnement. Donc, de revoir notre chaîne d'approvisionnement, de revoir ce qui est disponible au Québec, c'est super important. Donc, on a mis des outils en place. Probablement que plusieurs d'entre vous connaissez la base de données industrielle du Québec, du CRIC, le icric.com, base de données qui existe depuis plus de 40 ans. Moi, ça ne me rajeunit pas, mais je l'achetais dans le bottin papier il y a plusieurs années. Aujourd'hui, qui est disponible dans un outil Internet super facile, super convivial. Si vous n'êtes pas inscrit, vous, comme fournisseur, allez vous inscrire sur l'icric.com parce que nous, c'est la base de données qu'on met le plus en valeur dans la recherche de fournisseurs au Québec. Donc, icric.com permet de faire de la recherche de fournisseurs par mots-clés, par catégorie de produits, par région. Donc, vraiment un outil qui est simple et convivial. Encore là, c'est gratuit. Vous inscrivez comme fournisseur et c'est gratuit à utiliser aussi pour faire de la recherche. Encore là, des gens d'approvisionnement me disent hey, c'est vraiment un outil qui est performant. Il y a à peu près 35 000 entreprises sur cet outil-là, environ 15 000 entreprises manufacturières. Donc, vraiment, et après ça, le reste, c'est des distributeurs et des entreprises de services. Mais vous pouvez vraiment trouver des fournisseurs à travers cet outil-là. Et encore là, si vous faites une recherche et vous avez de la difficulté, on a des experts au CRIC qui sont là pour vous aider. Des fois, ça se fait très bien, mais des fois, selon des intrants plus complexes, peut-être plus difficiles à trouver. Donc, on a des experts au CRIC qui sont là, qui sont les experts de la base de données pour vous aider. Vous pouvez aussi même faire des demandes de soumission préliminaires sur cet outil-là. Vous pouvez demander jusqu'à 5 fournisseurs un prix préliminaire dans une recherche. Donc, vraiment un outil qui est super, super important. Dans notre site Approvisionnement québécois, on a mis aussi le répertoire d'associations sectorielles. Donc, il y a des GRAB, des organismes d'associations sectorielles. Je pense à ALU Québec, le CETAC dans l'alimentation, STIC au niveau de la sous-traitance, le réseau de l'automatisation, entreprise en automatisation du Québec, réseau de transformateurs en métallique du Québec, l'industrie électrique, etc., etc. On en a une quinzaine d'associations sectorielles clés qui ont des répertoires de membres, donc qui ont des répertoires de leurs membres, qui sont des entreprises de leur secteur. Donc, on a fait un partenariat avec ces associations-là pour mettre leur répertoire en ligne sur notre site. Donc, il y a deux choses. Vous pouvez cliquer sur l'icône de l'organisme et là, vous tombez directement dans le répertoire. C'est une recherche complémentaire que vous pouvez faire par rapport au ICRIC, mais aussi, il y a un PDF que vous pouvez downloader qui vous donne le profil de chacune des associations. Et là, vous pouvez même les contacter. Ils sont disponibles pour vous aider à faire de la recherche. Moi, je le fais régulièrement avec notre équipe. Là, lorsqu'on a des recherches un peu plus complexes sur de la sous-traitance, des produits d'aluminium, on fait de la recherche. Donc, on est là vraiment pour vous accompagner. On a mis en place un processus d'accompagnement pour vous aider à faire le maillage entre vous et des fournisseurs potentiels. Donc, vraiment, on fait une recherche, on travaille avec vous sur vos critères. C'est quoi les intrants? C'est quoi les critères que vous avez, les volumes, les paramètres? Qu'est-ce que vous voulez ramener au Québec? Et là, on va faire une recherche de fournisseurs
préliminaire, donc vraiment à haut niveau là, pour essayer de vous identifier des fournisseurs qui peuvent se préqualifier pour votre recherche. Et après ça, on les met en contact avec vous. Et comme je disais tantôt, s'il y a des enjeux avec ces fournisseurs-là, de capacité de productivité, même de développement de produits, d'innovation, bien, Investissement Québec, avec tous nos services, on est là pour vous aider. Et une fois qu'on vous parle, bien entendu, bien, on est vos yeux et vos oreilles. Donc, si vous avez un conseiller, un directeur de compte chez Investissement Québec, un conseiller de développement économique local avec qui vous travaillez, gênez-vous pas de lui en parler. On va séduire une rencontre avec notre équipe. Et aussi, vous pouvez nous contacter directement là, via la plateforme investissementquebec.com. Il y a un endroit où vous pouvez nous écrire et on va prendre soin de vous rappeler rapidement. Bien entendu, comme je disais tantôt, Investissement Québec est là, puis ça, c'est toute l'équipe, entre autres, de David, mais aussi toutes nos équipes à travers le Québec, parce que ça peut être votre entreprise qu'on aide dans tous vos projets de capacité, de productivité, d'innovation, de développement durable, mais c'est aussi vos fournisseurs qu'on peut aider. Alors, si vous me dites, bien écoute, moi, je suis à Sherbrooke, j'ai un fournisseur dans la région de Québec, bien, peut-être que nous, ce qu'on va faire, puis ce qu'on fait encore très régulièrement, c'est demander à notre équipe de développement économique régional d'aller faire une rencontre avec cette entreprise-là. J'ai fait le travail encore hier avec une entreprise de la région, d'un fournisseur d'une entreprise de la Rive-Sud, et le fournisseur est des Laurentides, ici à Montréal. Et donc, il y a une rencontre qui est prévue là, la semaine prochaine avec ce fournisseur-là pour aller voir comment on peut l'aider à augmenter sa capacité parce que présentement, il ne fournit pas. Donc, nos solutions de financement qu'on a de disponibles, plein de belles solutions de financement avantageuses et très flexibles. Donc, toutes sortes de solutions à différents défis que vous avez, projets. L'accompagnement stratégique avec nos conseillers en développement économique. Donc, une belle équipe qui est là pour vous aider à faire du diagnostic. Il y a plein de subventions disponibles sur tous les accompagnements qu'on peut faire et même que des experts peuvent vous aider. Tout l'accompagnement d'Investissement Québec-CRIC dans vos projets d'innovation technologique, tout votre virage technologique, votre automatisation, tout votre parcours de production, votre procédé, votre productivité. L'équipe du CRIC est là pour vous aider. On a une belle équipe dans la région avec des experts aussi. On a là 200 ingénieurs dans l'équipe du CRIC qui sont disponibles pour différents projets avec plein d'expertise. L'initiative Productivité Innovation, aujourd'hui même, on annonce les résultats de la première année d'initiative Productivité Innovation. Des milliards d'investissements de projets par des PME au Québec en productivité innovation, des retombées économiques incroyables. Donc, si vous avez des projets, c'est de l'accompagnement technologique et des solutions financières combinées ensemble. Donc, l'équipe de David est là pour vous en parler plus en détail. C'est des experts beaucoup plus que moi. Compétivaire qui a été lancé cette année. Compétivaire, mais c'est faire le virage en développement durable, mais de façon économiquement viable et profitable. Donc, le développement durable, c'est pas juste de faire du développement durable, c'est comment on le fait de façon que ça donne un levier économique et stratégique à l'entreprise. Donc, ça va du diagnostic, l'identification d'opportunités. D'ailleurs, une belle entreprise de votre région, l'Orthopex, qui est un de nos leaders dans ce domaine-là, était un de nos premiers ambassadeurs de Compétivaire, qui a fait une belle présentation. D'ailleurs, on a un atelier Compétivaire la semaine prochaine en développement durable. Informez-vous avec une belle entreprise qui vient parler de son parcours, justement, de développement durable, les initiatives qu'ils ont mis en place, des belles inspirations comme entrepreneurs. Ce n'est pas nécessairement toutes des affaires très, très compliquées. Là. Et bien entendu, pour les entreprises qui veulent ramener l'unité de production de l'étranger vers le Québec, on est capable de travailler nos équipes chez Investissement Québec International et en financement spécialisé de comment évaluer le transfert, mais aussi comment financer ces projets-là. Là aussi, le gouvernement a des beaux programmes en place avec Investissement Québec pour vous aider. Donc, je termine là-dessus. Si chaque entreprise au Québec achète davantage au Québec, chaque entreprise va vendre plus au Québec. Et ça m'est venu à un moment donné en ayant une discussion avec un entrepreneur qui m'a appelé au printemps dernier, qui m'a dit « Ouais, moi, je veux vendre plus au Québec. Il va y avoir du monde qui va acheter plus au Québec, je veux vendre plus au Québec. » Ben, j'ai dit bravo, monsieur, mais j'ai dit comment je fais? Ben, j'ai dit, écoute, nous, on n'est pas là pour faire la promotion des entreprises une à la fois au détriment d'un autre. C'est aux fournisseurs à avoir ça. Donc, inscrivez-vous sur le CRIC, mettez-vous faites votre marketing dans ce sens-là. Mais je dis, vous, est-ce que vous achetez plus au Québec? Pas nécessairement. Ben, je dis, si vous achetez plus au Québec, puis vous en faites une politique, une stratégie dans votre entreprise, puis vous en parlez à la Chambre de commerce avec vos collègues entrepreneurs, puis votre voisin de bâtisse, puis votre chum au groupement des chefs, etc., bien, vous allez influencer ces gens-là à acheter plus au Québec.
Et chaque fois qu'une entreprise achète plus au Allô, Québec… Sylvie, attends-moi 2 secondes Annie, parce tu es que en je suis ligne. en train… Annie, tu es en ligne. Oh, pardon. Et donc, ce qu'on veut, c'est vraiment faire que les entreprises, en achetant plus au Québec, bien, tout le monde va se mettre à vendre plus au Québec. Alors, s'approvisionner au Québec, c'est gagnant pour tout le monde, c'est gagnant dans la crise actuelle, c'est gagnant aussi pour le long terme, comme j'en parlais, pour se protéger de la prochaine crise. Et ce qu'on veut mettre en place, c'est vraiment un projet de renforcement de notre chaîne d'approvisionnement pour le court, le moyen et le long terme. On a une belle campagne de marketing qui va commencer au mois de novembre avec des entrepreneurs qui vont venir témoigner comment l'approvisionnement québécois est stratégique pour eux, quels sont les projets qu'ils ont mis en place et quelle valeur que ça amène. Donc, ce qu'on veut, c'est créer un mouvement incroyable d'approvisionnement québécois qui, au-delà de la crise d'approvisionnement, qui, au-delà de la crise de main-d'œuvre, va faire que le Québec va être encore plus solide économiquement dans les prochaines années. Alors, c'était ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Et là, je suis ouvert à vos questions et à vos échanges parce que je suis convaincu que vous avez des beaux enjeux à discuter ce matin. Si vous avez des questions, je vous imagine, Louise, qu'on invite les gens à lever la main. Ben oui, tout à fait. Puis on ou peut aller aller mettre les dans le chat. chercher. Ils peuvent poser la question live. Parce que je sais que mon président m'a écrit, il a dit c'est une très bonne présentation, c'est vraiment excellent. Ben, merci. Alors, est-ce que Régent, tu veux poser une question? Je savais que… Ou sinon, je peux peut-être la poser. Il dit pour l'acier, il y a très peu de producteurs au Canada. Il y en a plus aux États-Unis, mais quand Trump a mis un tarif sur l'acier, nos fournisseurs ont acheté plus d'acier en Europe et en Asie. Alors, la question, j'imagine, est-ce que au Canada ou au Québec, il y en aurait plus qui ont décidé de produire un petit peu plus? Très bonne question. Je vais le prendre de façon générale, puis je vais revenir avec l'acier après. Comme je disais au début, on n'a pas de baguette magique. Il y a des secteurs qui ont été totalement délocalisés dans le passé. Il y en a qui ont été grandement délocalisés et il y en a qui ont été délocalisés de façon importante. Et ces secteurs-là font que nos chaînes d'approvisionnement, l'acier en est un très bon, très difficile d'approvisionnement présentement. On a eu le coût de l'acier qui a augmenté de façon spectaculaire. Les moulins d'acier présentement sont en train de se réajuster au Québec. J'ai eu des discussions avec l'industrie. On devrait revoir, en tout cas, une baisse des coûts qui a commencé. Là, je pense qu'on revient vers des coûts à la normale et on devrait revoir davantage de disponibilité de produits présentement. Donc, ça devrait se replacer. J'ai des gens qui ont commencé à se retourner temporairement vers l'Europe en attendant. La reprise en Europe est moins forte. Donc, la disponibilité de produits est là, mais le coût de transport est important, les délais sont longs. Donc, oui, l'acier, c'est encore problématique. L'aluminium aussi, beaucoup d'entreprises, ils ont parlé des enjeux d'approvisionnement en extrusion d'aluminium, par exemple. Donc, partout à travers l'Amérique du Nord, les compagnies d'extrusion sont à pleine capacité et même plus. Donc, on s'est investi très activement depuis le printemps sur ce dossier-là. L'aluminium est important au Québec. Donc, le premier élément qu'on s'est investi, c'est à travailler avec les deux gros joueurs d'extrusion présentement au Québec. Là, je ne les nommerai pas pour leur faire de publicité, mais avec ceux qui sont probablement des clients faits affaire. Donc, à des projets d'augmentation de capacité de production, qui ne seront pas une solution à court terme, mais des beaux projets qui vont se placer là, pour le moyen terme. Et aussi, il y avait une troisième entreprise locale, je vais me permettre de nommer, qui est Pexal Tecalum, une belle entreprise dans la région d'Alma, qui avait ses enjeux, ses défis depuis sa fondation. L'entreprise s'est mise sur la protection de la faillite à la fin de l'été dernier et on a travaillé très activement avec des joueurs du milieu pour un projet de relance qui va être annoncé dans les prochaines semaines. Un projet important qui va améliorer la capacité de production de l'usine, qui va améliorer sa productivité et qui va faire que probablement on va rendre disponible dans le marché, je dirais d'ici un an, probablement 50 000 tonnes d'aluminium de plus, d'extrusion d'aluminium de plus auprès des entreprises québécoises, ce qui est vraiment une grosse amélioration. Donc, sur des dossiers comme son travail, le carton, je sais aussi que c'est très problématique. J'ai parlé avec les gens du secteur, des grandes entreprises qui mettent des solutions en place, mais le commerce en ligne a tellement explosé que malheureusement, les fournisseurs de carton ne fournissent plus. On me dit que ça va être vraiment un enjeu encore probablement jusqu'au printemps.
Et ce qu'on m'a dit comme recommandation, si vous avez des commandes de carton, simplifiez vos commandes, diminuez votre nombre de SKU et placez vos commandes le plus à l'avance possible, quitte à prendre un risque et mettre un gamble à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas de solution magique, mais encore là, contactez-nous s'il y a des enjeux, si on peut faire quelque chose. Et des fois, ce qu'on ne sait pas, on ne le sait pas, mais quand on le sait, l'aluminium, c'est à partir d'un appel. Après ça, on s'est mis à faire d'autres appels, puis là, on s'est aperçu du problème, puis on a mis un plan d'action en place. Mais s'il y a des secteurs comme ça qui sont problématiques, on va pouvoir investir. Puis aussi, je dirais, il y a peut-être l'enjeu aussi de l'économie circulaire qui pourrait rentrer dans la chaîne d'approvisionnement, qui pourrait être intéressant, un élément, ce serait très important qu'il y ait un registre aussi qui pourrait se faire concernant les rejets de un, pas rejet, mais rebut de un peut faire la matière première de l'autre. Alors, Louis, c'est intéressant. Juste, je fais une parenthèse là-dessus rapidement. Merci d'amener ça parce qu'on est en train de travailler sur l'évolution du GRIC pour 2022-2023 et tout le phénomène de l'économie circulaire. On l'a vu, j'avais une rencontre avec des entreprises dans le domaine du plastique l'autre fois. Puis, j'ai juste posé la question de même. Il y en a-tu qui ont des stocks qui n'utilisent pas, qui peut-être peuvent être bons pour d'autres? Puis là, il y en a un qui dit hey, moi, j'ai tant de rouleaux de telle affaire, malheureusement, c'était pour un projet. L'autre, il dit hey, moi, j'en cherche, j'en ai besoin. Fait qu'on s'aperçoit qu'il y a effectivement un besoin et on va amener le ICRIC à se développer dans ce sens-là aussi là, pour contribuer. Voilà. Très bien. On a une question de votre collègue, Christian Pelletier. Quelle sera, selon vous, la réaction de la Chine par rapport aux initiatives de rapatriement de la production par les différents pays? Seront-ils agressifs? Merci, Christian. Très bonne question. Christian, que je salue, un très bel entrepreneur de la région. Ça doit être une grosse période pour vous autres présentement, Christian. Écoute, c'est une bonne question. Présentement, c'est vraiment un phénomène mondial. Il y a plusieurs pays dans le monde qui ont décidé de prendre cette stratégie-là de reshoring, de nearshoring, de inshoring, donc de ramener la production locale. La Chine a ses enjeux internes aussi. On n'a pas de vision. J'en parlais de mon collègue d'Investissement Québec International dernièrement, Hubert Bolduc. Et on n'a pas d'indicateur par rapport à comment la Chine va réagir. Présentement, c'est tellement, excusez-moi l'expression, le bordel dans toute la chaîne d'approvisionnement là-bas que juste de gérer ça de leur côté, c'est déjà complexe. Mais présentement, on n'a pas d'indicateur qui se prépare. Écoute, il essaie juste de gérer les ports puis de gérer les usines, puis c'est déjà compliqué. Mais on le voit un peu dans l'aluminium. Ils commencent à mettre une stratégie sur l'aluminium. Il y a peut-être du dumping de certaines matières qui vont se faire. Mais encore là, je pense qu'on a avantage à continuer de travailler dans notre sens à nous et non dans le leur. Bien, une autre question de Christian. Quelle est ton opinion sur comment les fournisseurs pourront répondre à la demande en main-d'œuvre nécessaire pour produire plus, sachant que c'est déjà un défi? Bien, Christian, comme je disais tantôt, j'ai eu le plaisir de visiter votre usine il y a quelques années. L'automatisation va être malheureusement ou heureusement la solution, entre autres, par laquelle va passer. Je parlais avec Louis Veilleux en Beauce de Métal Bernard il n'y a pas longtemps, qui me parlait de comment l'automatisation chez eux, ça a été un phénomène d'accroissement de la main-d'œuvre parce que ça a permis aussi d'améliorer les emplois à l'interne, des emplois de meilleure qualité. J'ai un gars qui avait un secondaire 3 qui était sur la chaîne de production, qui aujourd'hui est formé comme un opérateur de machines automatisées et son salaire a doublé dans la dernière année. Donc, c'est aussi dans le contexte de main-d'œuvre, toute l'augmentation de la productivité amène des emplois de meilleure qualité, amène des emplois qui sont plus payants et va faire que la rétention de la main-d'œuvre va être là. Donc, ça peut être aussi un élément dans ce sens. Je comprends le point que tu amènes, mais en même temps, comme je disais, c'est aussi une opportunité en faisant des ententes avec des gens qui cherchent des fournisseurs locaux, de justifier des investissements importants dans les entreprises. Fait que c'est un beau défi, puis je vous le dis, c'est partout pareil. Là, puis plus on s'éloigne en région, pire c'est, puisque le bassin de population est plus petit. Et je sais que Christian, tu es sûrement en faveur d'un baby-boom, mais malheureusement, ce baby-boom-là va juste nous donner une solution dans 25 ans. Alors, on ne pourra pas réussir à résoudre à court terme avec ça. Une autre question de Sébastien Lucie de Création Jeanne. Pour les entreprises qui agissent comme distributeurs, qui font affaire avec des fournisseurs intermédiaires et qui n'ont pas de lien avec le fournisseur direct des produits, que pouvez-vous conseiller? Bien, écoutez, c'est un peu dans le même sens. Puis ces distributeurs-là vivent les mêmes enjeux que vous avez. Donc, c'est des importateurs. Je vais même vous conter une petite tranche de vie. Dans une première discussion que j'ai eue avec le Conseil du Trésor sur leurs achats, on me disait qu'il y avait 85 des achats du gouvernement qui étaient faits au Québec.
Mais quand on s'est mis à creuser avec eux, il y avait à peu près la moitié qui était faite auprès de distributeurs, donc des importateurs. Fait que quand on parlait d'entreprises vraiment fabrication québécoise, bien, le chiffre était moins grand et ça a beaucoup sensibilisé le gouvernement dans ce sens-là. Donc, oui, le distributeur, c'est une entreprise québécoise. Par contre, quand on regarde notre empreinte dans l'achat québécois, bien, il y a une partie de ça qui est faite à l'étranger. L'année dernière, j'étais au Conseil québécois du commerce de détail. J'ai géré la crise là-bas pendant un an et vraiment, il y avait une belle discussion là-dessus. C'est quoi acheter au Québec? Et acheter au Québec, ben, c'est une espèce de chaîne. Hein? Puis, je vais prendre du commerce de détail. Si j'achète un produit étranger, je suis un distributeur étranger, j'ai une empreinte très faible. J'achète un produit local, je suis un détaillant étranger, j'ai une empreinte un peu plus forte. J'achète un produit local, je suis un détaillant local, j'ai une empreinte encore un peu plus forte. Alors, c'est la même chose dans l'achat au niveau business to business. Si vous achetez un produit de distribution, bien entendu, vous avez un moyen de la chaîne qui est un intermédiaire. Mais à partir de là, puis l'entreprise que je vous parlais tantôt qui avait un problème avec son fournisseur à Taïwan, là, qui ne voulait plus fabriquer son produit, mais c'est exactement ça. C'était via un distributeur québécois qui faisait l'achat. Donc, maintenant, bien, il est en relation directe avec un fournisseur. Qu'acheter localement, c'est aussi la capacité d'acheter local avec des fournisseurs directs. Fait que si vous avez des enjeux à ce niveau-là, bien, parlez-nous-en. On va regarder ce qui peut être disponible ici. À partir de la fabrication québécoise, on va la faire la recherche. Si c'est disponible, c'est possible d'acheter ici, on va le trouver et on va vous aider à faire cet approvisionnement. Excellent. Une question de Mme Couture. Nous sommes une usine de fibres de verre et pour l'approvisionnement de résine et gel coat, c'est très difficile car il n'y en a pas vraiment au Québec des producteurs. Bien, effectivement, ça fait partie de ce que je disais tantôt. Dans les choses qui ont été délocalisées, la résine s'est concentrée sur 2-3 fournisseurs à travers le monde qui, malheureusement, ne sont pas au Québec, ne sont même pas en Amérique du Nord. Donc, dans la chaîne d'approvisionnement, on a une certaine dépendance et c'est un des enjeux stratégiques, là. On est en train de regarder s'il n'y a pas des projets de développement économique à mettre en place, mais dans ces secteurs-là, c'est probablement plus difficile. Donc, malheureusement, ça va demander peut-être un peu plus de complexité dans les prochains mois de votre côté là, au niveau de la résine. Eh bien, Sébastien Lucier, il y avait une autre question. Avez-vous des conseils pour les entreprises qui vendent des produits finis provenant de la Chine et dont les approvisionnements sont difficiles? Et je peux vous comprendre, le produit fini, c'est probablement ce qui est le plus affecté par la hausse du coût de container. Lorsqu'un container coûtait 3 000 puis vous mettiez 1000 unités de quelque chose dedans, bien, ça vous coûtait 3 l'unité. Mais là, quand ça vous en coûte 25 000, ça fait augmenter votre prix coûtant final de 25 Alors, c'est un peu. J'ai une entrepreneur cet été qui littéralement pleurait au téléphone. Elle me dit là, ce que je vais faire, ça augmente mon coût de produit de 35 Je ne suis pas capable de repasser ça à mes clients. Donc, malheureusement, c'est un enjeu. À court, moyen terme. À court terme, c'est certain qu'il n'y a pas de solution magique. Vous importez un produit fini. Est-ce que c'est un secteur qui est possible de fabriquer au Québec? J'ai justement cet entrepreneur, là, on lui a trouvé dans le domaine du textile. Et moi qui pensais le secteur du textile qui était très délocalisé, on a encore dans le textile des belles usines. Il y en a dans votre région. Il y a des belles usines au Québec qui ont été augmentées, améliorées leur productivité, sont automatisées. On a encore des endroits où il y a des couturières dans la région de Montréal, la région de la Beauce. Donc, il y a des usines qui sont prêtes à prendre des produits de textile. Donc, on lui a trouvé un fournisseur québécois et sa prochaine commande là, va être faite pour la prochaine saison à partir du Québec. Donc, si on peut vous aider sur ces produits-là, parlez-nous, on va regarder avec vous si c'est possible d'approvisionner au Québec. Malheureusement, si vous êtes condamné à l'importation, bien, ça va avoir les enjeux que vous avez là vont durer. Alors, certainement que ça va changer votre stratégie d'approvisionnement. Et là, il y a peut-être des organisations qui peuvent vous aider là, justement au niveau de meilleures pratiques d'approvisionnement dans le contexte actuel. Et vous parliez qu'il s'en vient des vidéos de promotion. Est-ce qu'il y aura un logo attitré fait au Québec qui pourrait être nationalisé? C'est dans les projets du gouvernement. Je ne veux pas devancer des annonces qui seront faites éventuellement, mais oui, il y a Aliments du Québec là, qui est une belle référence dans l'industrie agroalimentaire. Et le gouvernement est en train d'explorer la possibilité de transposer ça dans les autres produits de consommation qui sont faits au Québec et dans les produits business to business aussi. Donc, nous, à travers le ICRIC, on veut être capable, on travaille, il y a tous des enjeux de législation là-dedans là, et légaux, là, mais on veut être capable de permettre aux entreprises d'identifier celles qui font une transformation principale au Québec. Donc, ça fait partie des projets. D'après moi, vous allez voir des choses arriver d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine là-dessus. Ah, c'est bon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en voyais une. Louise, c'est marqué, je la vois dans le chat entre deux questions de Christian Pelletier.
est-ce que c'est possible d'obtenir une copie de présentation Oui. et le lien exact pour le chiffrier? Oui, je vais vous mettre le lien pour le chiffrier dans mon chat, dans le chat, donc vous allez pouvoir avoir accès. Le chiffrier dans notre page d'approvisionnement québécois et vous allez pouvoir, là, je vais juste me rendre dans ma page. Là, Je pourrais l'envoyer tantôt. Parfait. Bon, puis on va vous envoyer un résumé de la présentation. Va vous être envoyé là, prochainement. Là, donc, vous allez avoir toute. Bougez pas, je suis ici. Oui, vous allez avoir toute une copie de la présentation. Et si vous avez des questions, je vous invite à parler soit à notre équipe régionale ou à me contacter directement. Là, il n'y a aucun problème. Notre équipe régionale est là pour vous aider. Nous aussi, on a une équipe là, sur l'approvisionnement québécois là, qui est en train de se grandir dans tout le contexte actuel. Donc, je viens de mettre le lien en place. Pour le calculateur, vous allez voir en descendant sur la page, vous avez un icône, à un moment donné, c'est Je calcule. Allez là-dessus, ça va télécharger automatiquement le fichier Excel dans votre ordinateur. Il n'y a pas d'enjeu, on n'a pas accès à vos données, on n'a pas accès à rien. Ça se download vraiment de façon automatique. Donc, vous pouvez aller sur le chiffrier. Si vous avez des questions, vous avez besoin de plus d'explications, je n'hésitez pas. On vous mettra en lien avec un de nos experts. Puis, je pense que ça va conclure la présentation. C'était vraiment intéressant, vraiment. Bien contente d'avoir participé. Je veux remercier M. René Gendron. Je veux vous remercier beaucoup, M. Drouin, David. Et mot de la fin, bien, profitons de l'achat local pour rapatrier notre production au Québec. Merci à tous, David. Merci beaucoup. Merci à Mme Morin qui a dû nous quitter. Merci Parfait. à tous. Bonne journée. On attend de vos nouvelles. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Bye bye. Oui.